Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve avec un invité spécial, Yo Viral. Yo, ça va ou quoi? Comment tu vas? Content d'être sur ta chaîne. Que je écoute, regarde. Ah bah c'est toujours ça de prix, abonne-toi. Je suis abonné, je suis un abonné depuis 2 ans au moins. 2 ans? Ouais. C'est beau parce que je suis arrivé 2-3 mois avant que tu t'abonnes alors. Hein. Je suis arrivé vraiment au début je pense de ta chaîne, ouais. Bah moi je suivais tes vidéos avant, les gens qui me suivent le savent, j'adore le poker, j'adore aussi tout ce qui est environnement gambling, forcément j'en fais de moins en moins puisque je me professionnalise dans la crypto et que 80% de ma communauté me suit vraiment que pour la crypto-monnaie. En attendant, on a failli taffer ensemble une première fois sur un projet crypto. Ça arrivera peut-être un jour, j'espère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yo, c'est un joueur professionnel de poker. Yes. Et il y a pas mal de similitudes, on s'en est rendu compte sur le poker et la crypto-monnaie, notamment et surtout dans la mentalité des gens qui vont jouer au poker ou dans la mentalité des gens qui vont investir. Il y a de la gestion de bankroll, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Il y a de la gestion de cagnotte. Il y a de la gestion du tilt, donc c'est-à-dire de l'énerve, enfin de ton mental en fait sur ton... Quand tu gagnes ou quand tu perds. Voilà, ton niveau d'émotion. Il y a le plus important, c'est la gestion de bankroll, c'est-à-dire qu'on doit jouer qu'un petit pourcentage de notre capital. Au poker, en tournoi de poker, c'est moins d'1% qu'il faut mettre en jeu. Moi, je conseille même 0,5%. Donc, d'avoir 200 buy-in, 200 fois le montant du tournoi pour pouvoir s'y inscrire. Après, il y a un autre format de jeu qui s'appelle le cash game, où tu joues de l'argent directement. Ce n'est pas des jetons de tournoi. Là, tu poses de l'argent et tu t'en vas quand tu veux. Sur ce cash game-là, je conseille au moins 1%, enfin grand maximum 1% de ton capital pareil sur la table. Donc nous on a dans le trading on appelle ça la diversification. Ouais. C'est-à-dire que déjà tu dois mettre qu'une certaine partie de ton argent dans l'investissement. Ouais. Une petite partie de cet argent dans l'investissement crypto parce que c'est un investissement considéré comme à haut risque. Ouais. Et ensuite, tu te dois de faire ce qu'on appelle de la diversification. Ne jamais mettre trop sur un token. Après, tu as différents tokens. C'est le Bitcoin, c'est un peu la Rolls des actions. C'est un truc qui est pas trop risqué. Même si le monde part en vrille, Rolls-Royce iront bien. Yes. Alors que les toutes nouvelles crypto-monnaies qui viennent d'arriver, c'est peut-être celles sur lesquelles tu peux faire x5. Yes. Mais en attendant, tu vas pas mettre 20% de ton capital là-dessus. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est premièrement expliquer qu'il y a le monde du gambling et que le poker, c'est pas pareil. Donc, je vais te poser des questions. Tu pourras ne pas répondre à ce que tu veux parce que je vais aller t'attaquer dans le... Transparent. Super, je vais aller t'attaquer sur les trucs qui me font, j'ai envie de présenter à ma communauté. Et ensuite, expliquer à quel point il faut être capable de se retirer à un certain moment où il faut être capable d'être raisonnable même quand on perd plusieurs fois d'affilée. Être capable de saisir l'opportunité quand elle est là, parce qu'à un moment, on n'a pas envie, parce qu'on a trop perdu, mais si c'est là qu'il faut faire all-in, c'est là qu'il faut y aller. Et aussi regarder les similitudes et montrer que le poker, c'est pas pareil. Le poker, c'est vraiment un jeu de statistiques. Tu as tes 2 cartes en main, mais ta 3e carte, c'est le nombre de joueurs à la table. Un joueur en plus ou un joueur en moins, ça va, et tu me l'as dit toi-même, changer toutes les stats. Et ensuite, ta position vis-à-vis des autres joueurs. Un joueur qui est à côté du croupier ou un joueur qui est à l'autre bout de la table, il va pas du tout jouer de la même façon. C'est des valeurs que je voudrais donner, parce que c'est... En fait, j'estime que le poker, c'est comme tous les autres domaines. On peut apprendre 50% du poker, ne serait-ce que les règles, en 2-3 jours. Et après, on va passer une vie à apprendre les 45 ou 49% restants. Et ce que j'aimerais, c'est aujourd'hui, en une petite vidéo, donner les petites bases et donner les 50% que tu offres à ma communauté, ces 50% de connaissances. Yes. Et après, ils iront se battre sur ta chaîne YouTube pour avoir les 50% du reste. Ça marche. Donc, ma toute première question, ça va être au niveau de la position et au niveau des cartes, expliquer pourquoi ça change les statistiques et en quoi la position du joueur, ça change vraiment tout à la façon de jouer. Ok. La première chose qu'il faut savoir, c'est tu connais bien le blackjack, non? Oui. Pourquoi la banque est gagnante au blackjack? Parce qu'il y a eu des mathématiques qui font qu'un joueur qui joue très bien, il a 49,5% de chance de gagner, et un joueur qui joue mal, il est à 45% de chance. Oui, mais pourquoi? Puisque la banque a 2 cartes et toi tu as 2 cartes. Pourquoi la banque a plus de chances de gagner que toi? Je sais juste que c'est mathématique. C'est-à-dire que si on fait le jeu 1 million de fois, on va tomber sur ce pourcentage-là à la fin. C'est ça. Mais il y a une explication pourquoi la banque a un avantage au blackjack. Donc le blackjack, le principe, il est très simple, c'est que la banque, elle joue après toi. Et pas avant toi. Donc si tu te fais éliminer, toi, tu vas plus que 21. Au blackjack, il faut faire le plus proche de 21, mais pas dépasser 21. Si tu te fais éliminer, tu bats plus haut que 21, la banque, elle n'a même pas besoin de jouer. Elle a gagné. Par défaut, c'est elle qui gagne. En gros, en cas d'égalité, c'est elle qui gagne. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se faire éliminer elle aussi. Mais comme elle n'a pas besoin de jouer parce qu'elle te regarde se faire éliminer, salut, j'ai gagné. Et oui, elle te fait jouer avant. Donc elle a ce qu'on appelle la position sur toi. D'accord. Ok. Au poker, c'est pareil. C'est-à-dire que au poker, tu joues pas contre la banque. C'est ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le poker, c'est le seul jeu où tu peux vraiment faire make a living with it. tu peux vivre du poker, tout simplement parce que tu joues contre d'autres joueurs et l'argent n'est pas payé par le casino ni le site de poker. Enfin, si, c'est eux qui font l'intermédiaire, mais c'est pas eux qui sortent l'oseille. L'argent, il vient des autres joueurs. Donc, tu as des joueurs qui perdent, 90% de joueurs perdants, et qui alimentent 10% de joueurs gagnants. Ok ?
Donc ils alimentent plutôt bien, hein, parce que le site il prend pas 90% de commission, il prend même pas 10%, grand maximum 10%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 90% de l'argent qui reste en jeu. Mettons qu'il y a 1 million d'argent qui reste en jeu, bah il y a 1 million qui vont être transvasés de tous les perdants, qui vont perdre 1 million d'euros. Ouais. Et ils vont se séparer en 10% de gagnants. Alors il y a les très gagnants, il y a les petits gagnants, il y a des gars qui gagnent, il y a des gars qui arrivent à gagner 100 balles par mois au poker et ben ils s'achètent un truc à la fin du mois. Il y a les gars qui génèrent plus de 1000 euros par mois, ils arrivent à vivre du poker. Voilà, bon 1000 euros c'est un peu limite, mais voilà. Et il y a des gars qui gagnent 30, 40, 50 000 euros par mois au poker. Donc pas tous les mois, mais sur l'année, quand tu fais des divisions, divisé par 12, ben, tu te retrouves avec des stats assez énormes pour certains joueurs. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui deviennent meilleurs que leurs adversaires, et donc du coup, ils ont des techniques et des stratégies en place qui, tout simplement, leur font faire plus d'erreurs à leurs adversaires, et donc du coup, bah, ils récupèrent plus vite aussi l'argent des adversaires. Donc la position au poker, si j'ai la position sur toi, c'est-à-dire si je parle après toi, j'ai un avantage, puisque je te laisse faire un truc, je regarde ce que tu as fait et je réagis en fonction. D'accord. Même dans une relation commerciale. Si je te demande ton budget, ouais. Si tu vas. C'est pas pareil ce que tu vas. Voilà, tu vas me donner ton budget et après je vais pouvoir m'adapter à ça. Donc ouais. Déjà, c'est toi qui me laisses la position. Tu me laisses. Okay. Voilà. Et c'est pareil ici, c'est-à-dire la position, c'est beaucoup mieux. Je te vois jouer ton truc et je décide ce que je fais. Je peux me barrer, me coucher, ça s'appelle. Je peux te surrelancer ou je peux te payer tout simplement. Ok. Comment jouer en position sur ton adversaire? Bah, tu as juste à le choisir. Tu te débrouilles pour jouer les coups quand tu parles après lui. Donc il y a un bouton qui tourne, donc le bouton dealer, mais c'est pas nous qui distribuons, enfin au niveau c'est un croupier qui distribue, mais quand même il y a le bouton dealer devant toi, même si c'est pas toi qui distribue, tu es le dernier à parler. Donc tu as la meilleure position à table, puisque tu peux voir tout ce qu'ils font et après dire je fais ça. Ok. Donc du coup tu prends les meilleures décisions et c'est prouvé, hein, de toute façon nos logiciels qu'on utilise pour pouvoir voir après nos statistiques, et ben, on voit très bien qu'on gagne beaucoup d'argent au bouton, énormément dans notre vie. Hein, toutes les fois on est au bouton, c'est tout le monde tourne, hein, donc on est une fois par tour, hein, au bouton. Ouais. Et en small blind, donc c'est la position la pire, c'est la position où on est le plus hors position, c'est celui qui est à gauche du bouton, celui qui commence. Hein. Post-flop, c'est celui qui commence à jouer. Flop, c'est les cartes communes. Hein. Ouais. Voilà. Pré-flop, c'est pas celui qui commence à jouer, mais il est dans une position qui est assez désastreuse quand même. Et parce qu'il va jouer tout le long post-flop en premier. Ce gars-là, il perd de l'argent. C'est-à-dire que t'as beau être meilleur du monde, en small blind, tu perdras de l'argent. Même si t'es le meilleur du monde. Le but, c'est d'en perdre le moins possible, mais tu perdras de l'argent. C'est prouvé, c'est comme ça. Tu ne peux pas gagner d'argent en small blind sur le long terme parce que c'était hors position sur tout le monde. Donc la position, c'est crucial au poker. Donc au bouton, t'en gagnes 1 tonne. En small blind, t'en perds 1 tonne. Et entre les deux, bah, y a des positions sympas, notamment le cut-off qui est juste avant le bouton. Le hijack, c'est des positions où il faut jouer le plus de coups. Donc plus tu te retrouves en fin de parole, plus tu élargis ton éventail de mains de départ. Une main de départ, c'est 2 cartes. Hein. Donc on sélectionne énormément nos mains de départ. C'est ça la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors le bon joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un as et un valet, bah, il relance. Enfin, bon. Et bah, le mauvais joueur, il voit un as et un valet, bah, il relance, mais bon, c'est un mauvais joueur. Non, parce que en fait, justement, le mec qui a un as-valet, par exemple, bon, je vais peut-être pas donner as-valet, mais plutôt as-10, par exemple, as-10 en premier de parole, donc avec toute la table qui reste à parler derrière, il faut folder, il faut se coucher. Tout de suite, faut même pas jouer. Pourtant, As-10, tu me dis, bah attends, c'est incroyable, un As et un 10, c'est quand même beau. Bah non, tu jettes. Dame-Valet, 2 figures. Moi, j'y vais. Bah bien sûr, tu y vas. Mais tout le monde y va. Bah, enfin, tous les non-pros de poker, en général. Bah, ça dépend, il y a des amateurs éclairés, mais Dame-Valet, premier de parole, tu jettes. Parce que si tu rentres avec ça, sachant qu'il y a 8 personnes qui parlent après toi, la probabilité que quelqu'un ait Roi-Dame, As-Dame, donc une main qui te domine, clairement, elle est énorme. Ce qui va se passer, c'est que si tu joues avec ça, certes, tu vas me dire oui, mais ça change rien parce que si au flop je trouve une suite. Mais quand j'ai pris la décision, j'avais pas d'infos en fait. Ouais, mais non, c'est pas que ça. C'est que même si tu trouves une suite, c'est miraculeux parce que c'est des petits pourcentages faire des suites. Faire des suites, des foules, des choses comme ça au poker, c'est très rare. On joue souvent pour une paire contre une paire. Donc tu vas jouer pour une top paire. Tu vas jouer pour trouver une dame ou un valet avec ton dame-valet. Mais quand tu vas trouver une dame, tu auras paire de dames avec kicker-valet, c'est-à-dire ta carte de départage, c'est un valet. Et moi, je vais rentrer avec as-dame, roi-dame. Et je vais avoir paire de dames comme toi, mais j'aurai kicker, as, donc je serai devant toi. Donc en fait, tu te mets dans des situations qui vont te faire perdre de l'argent par la suite. Donc tu les évites ces situations-là déjà en sélectionnant drastiquement tes mains. Si tu veux, un bon joueur de poker, sur une table à 9, il va jouer environ 15 à 20% des mains seulement. Donc il va jouer un coup sur 5, même pas. Un coup sur 5, un coup sur 6. Donc c'est rare, donc tu passes ton temps à te coucher. Coucher, c'est long, hein, le poker. C'est pour ça qu'on joue plein de tables. Et en quoi, alors je sais que ça change les statistiques forcément, parce que s'il y a plus ou moins de joueurs, eh bien
par exemple, quand tu as un 6 et un 8, et que tu as un seul autre joueur, il peut aussi avoir une main pourrie. Alors que quand tu as un 6 et un 8 et qu'il y a 8 personnes à la table, tu sais déjà qu'il y a plein de gens qui ont des meilleurs jeux que toi. Bien sûr, tu n'auras peut-être même pas le flop parce qu'ils vont te surrelancer, etc. C'est ça. Et je sais aussi, par exemple, qu'en heads-up, quand tu es en 1 contre 1, faut jouer plus agressif. Du coup, il faut jouer plus de mains parce que tu as moins peur de te faire prendre que quand il y a 9 personnes. Du coup, très rapidement et en un mot, à quel point ça change les statistiques et est-ce que tu as 2-3 notions en mode si j'ai 3 joueurs à la table, cette main-là, je l'adore. Si j'en ai 8, cette main-là, je la joue presque jamais. Ok. Plutôt que se dire 3 joueurs à la table ou 9 joueurs à la table, vaut mieux penser par position, puisque 3 joueurs à la table, il y a toujours les mêmes positions qui restent en jeu. C'est lesquelles à 3 joueurs à la table? Le bouton. Petite, grosse blinde. Voilà. Donc, en fait, que tu sois au bouton à 9 ou au bouton à 3, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'à quelques de détails près, et on va pas les aborder ici parce que c'est tellement des détails, ça ne change rien, parce que tu vas te retrouver avec 2 joueurs à parler après toi. Ouais. Parce que si tout le monde s'est couché avant toi et que vous êtes à 9 et que tu es au bouton, bah c'est maintenant un match à 3 en fait. Ouais. C'est toujours un match à 3, ok? Même si potentiellement ils ont couché des cartes qui sont pas assez bonnes, machin, mais ils ont pu coucher aussi des As-10 et des As-9 quand même. Donc au final, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'est-ce que je joue au bouton? Qu'est-ce que je joue en petite blinde? Qu'est-ce que je joue en grosse blinde? C'est ce qu'on appelle des ranges, des éventails de mains. Et nous, en fait, ce qu'on fait dans mes formations, c'est on donne des ranges toutes faites que vous avez juste à copier pour pouvoir justement savoir quoi jouer dans chaque position. Et on a déjà des cartes de base qui sont énormes. Et après, post-flop, c'est là où on fait toute la différence. Parce que quand tu as bien sélectionné tes mains pré-flop et qu'en plus post-flop, tu fais les bons montants en fonction des textures de flop, c'est-à-dire quel est le genre de texture. Ça me fait rire. Ouais. Ça me fait rire parce que tu parles de post-flop, donc c'est après qu'il y ait 3 cartes qui soient sorties sur la table. Tu parles de ce qu'il faut faire après post-flop sans même me dire si tu as trouvé une carte que tu cherchais en flop. J'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment de la grosse statistique et de la grosse mathématique. C'est-à-dire que même quelles que soient les cartes qu'il va y avoir au flop, si tu le bluffes bien, tu peux faire croire que tu as eu ce que tu veux. Alors le bluff, faut faire attention. Le bluff, c'est quoi? Je vais juste définir le bluff. Le bluff, c'est de faire coucher quelqu'un qui a une main meilleure que toi. Ok? Donc c'est faire croire à quelqu'un que tu as une main meilleure que lui. Alors que lui, tu sais qu'il a une main meilleure que toi globalement puisque tu n'as pas grand chose. Parce qu'en général, tu bluffes quand tu n'as pas grand chose. Okay? Donc quand tu sais que tu ne peux pas gagner. Donc tu veux faire coucher une main meilleure. Bah, le bluff, en fait, c'est surévalué. C'est-à-dire que le bluff, il ne faut pas le faire globalement. C'est-à-dire qu'on bluffe seulement à haut niveau. Donc c'est dans des parties à 5 000 euros, à 10 000 euros. Dans les parties dans des sommes 50 euros et moins online ou même en live, donc en casino à 500 euros, à 1000 euros, des parties quand même assez chères. Bah, si tu te mets à bluffer dans ce genre de partie, tu as de grandes chances de te faire attraper. Parce que les gens ne croient personne. À bas niveau, et ça c'est le poker de bas niveau, bizarrement, et c'est ça qui est beau dans le poker, c'est que même à 500 euros l'entrée, 80% des joueurs ne sont pas pros. Donc ça veut dire que tu vas jouer contre des gens qui, bon, parfois il y a des mecs qui sont amateurs et voilà, ils ont bien étudié le jeu. Même dans mes formations, j'ai plein d'amateurs. Hein. C'est juste que il faut bien comprendre que ces joueurs-là, en général, ont tendance, beaucoup de joueurs, à ne pas croire l'adversaire. Donc ça veut dire qu'ils vont plus te payer en te disant « Ah, lui, il me bluffe. Ça, c'est la parano. On est très curieux, l'être humain est curieux. » Donc en fait, si tu bluffes quelqu'un et essayes de le faire se coucher, tu pars sur une mauvaise route parce que globalement, tu essayes de le faire se coucher. Vaut mieux simplement jouer des bonnes cartes et essayer de rentabiliser, parce qu'on sait que l'être humain est curieux. Donc, ta position. Voilà, rentabiliser ta main. Non, mais ta main, tout simplement, la force de ta main. Tes paires, tu les mises pour te faire payer par une paire moins bonne. Okay. Tu mises pour te faire payer par moins bien. Ça s'appelle miser pour value, pour valeur. D'accord. Ouais, donc en gros, les trucs où tu n'as pas ta position, essayer de perdre le moins possible. Quand tu as une bonne position, essayer de concrétiser, bah tu vas concrétiser tes temps forts aussi du coup. Ouais. Tu vas concrétiser tes temps forts et surtout tu vas pouvoir manipuler la taille du pot parce que tu verras ce que l'autre fait et tu pourras choisir combien tu mets par rapport à ce qu'il fait. Donc tu pourras faire grossir beaucoup plus le pot en position. Hein, si le gars commence à miser, tu pourras le relancer par exemple, tu vois. Ouais. Et donc ouais, du coup ça veut pas, c'est pas parce que tu as une très grosse main que tu vas miser gros. Au contraire, tu peux essayer d'aspirer l'autre et du coup ne pas lui faire comprendre tout de suite que tu as un gros jeu, être pas sûr de toi. Enfin, Non, mais globalement quand tu as une grosse main, il faut miser gros parce que les gens ne croient pas. Si tu te pars juste sur le principe que les gens ne croient pas, ce qui est le principe le plus fondamental du poker, mise gros quand tu as une grosse main, mise petit ou ne mise pas plutôt quand tu n'as pas de main. Déjà ça c'est déjà un bon départ. Après les gens te connaissent. Si les gens ils savent que tiens, une question aussi que je voulais dire, t'es youtubeur. Ouais. Donc ta stratégie, ta façon de jouer, c'est l'une des plus publiques de tous les joueurs. Bah ouais, totalement. Ouais. Comment tu fais pour pas te faire écraser? Bah en fait, on a ce qu'on appelle on a des adaptations de partout, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter à ce que pense l'autre. Donc très vite dans ma façon de jouer, quand je joue contre quelqu'un, enfin il te parle avec des mises.
C'est comme la blockchain, tu vois. Il te parle, c'est-à-dire que il te dit, quand il mise tant dans cette position-là contre toi, il te dit quelque chose. Il te raconte une histoire. Une main de poker, c'est une histoire. Il te dit, là, j'ai ça. Toi, tu lui réponds, j'ai ça. Lui, il te répond, j'ai ça. Il te répond, j'ai ça. Ok. Quand tu vois comment lui te parle, tu comprends comment lui pense que tu joues. Ouais. Donc, du coup, moi, je m'adapte à ça. Je sais comment il pense que je joue. Il pense que je suis un joueur ultra agressif et bluffeur. Des fois, tu donc, je joue l'inverse. Bah, totalement. Je fais l'inverse de ce qu'il. En fait, je fais l'inverse de ce qu'il croit. Du coup, je le fais se coucher quand lui il croit, il dit ah, c'est bon, c'est sûr, il a. Ouais. Et je le fais payer quand il ne me croit pas. Et en fait, à chaque fois, c'est ce que je veux. Donc en fait, tu les manipules comme ça. Et deuxièmement, si tu peux pas les manipuler parce qu'ils sont assez forts pour pas être manipulés, certains, tu joues ce qu'on appelle le jeu GTO, c'est-à-dire Game Theory Optimal. Pour ça, il y a des logiciels qui permettent d'apprendre à le faire. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, les logiciels, c'est compliqué à utiliser. Explique ce que c'est le Game Theory Optimal. Voilà, c'est comme c'est compliqué à utiliser. Bah, en gros, c'est la résolution du poker. Qu'est-ce qui est le move, la mise la plus rentable à un moment T dans une situation T avec ce flop-là. Ok. Et la position là, et la range là adverse. Tu mets une range adverse, tu lui mets 20% des mains du poker, par exemple, parce qu'il défend ça. Tu te mets ta main à toi, et tu te mets le flop, et le logiciel va calculer, et il va te dire, ok, là il faut faire tant, il faut miser tant, ou il faut pas miser, il faut checker. 80% du temps avec cette main il faut faire ça, 20% du temps il faut faire ça plutôt, ensuite avec cette main il faut faire 50% du temps ça, etc. Et si tu retiens les situations les plus courantes, c'est ce que nous on fait en tant que pro, tu sais t'adapter dans la plupart des situations et trouver le jeu GTO. Ce jeu-là n'est pas contrable, c'est-à-dire que si tu veux me contrer, il faut jouer GTO comme moi et on va se retrouver break-even sur le long terme. Par contre, si tu dévies, toi, bah t'es mort puisque je fais ma marche sur toi. Ouais. Voilà. Ah ouais. Donc 2 joueurs qui jouent GTO, 2 robots qui jouent entre eux, 2 logiciels qui jouent entre eux, ils vont être à jeu à la fin. Là, tu rends la statistique à la chance. Voilà. Ouais, exactement. Et sur le long terme, du coup, ils vont être à jeu. Et par contre, un qui joue GTO et l'autre ne le joue pas GTO, et c'est ce qui la plupart du temps arrive, puisqu'ils n'ont pas les connaissances, tous les joueurs, pour le faire. Et ben du coup, c'est le joueur qui joue GTO qui va gagner. Maintenant, le jeu GTO est un jeu qu'on utilise uniquement quand on est contre des très bons adversaires, parce qu'il y a mieux à faire que le jeu GTO, bizarrement. Le jeu exploitant n'est pas dans le logiciel, mais on exploite les failles et les tendances comme en bourse des gens. Si on pense que les gens vont se ruer sur ça, sur le Ripple, bon bah on peut faire ça. En fait, on va juste dire peut-être le Ripple, j'aime pas la technologie, mais je sais que ça va monter parce que les gens sont à fond. Okay. Et donc on s'en fout de la technologie et on va miser sur le Ripple parce qu'on va voir qu'on sait que le XRP va monter par rapport à l'engouement qui s'est créé. Donc ça, c'est un meilleur jeu, bizarrement, que d'aller miser sur la technologie parfois. Donc c'est la même chose, la même parallèle que je viens de te faire, c'est le même parallèle au poker. Si on a un jeu exploitant, c'est plus intéressant de faire un jeu exploitant. On va profiter du fait que toi tu ne me crois jamais et je vais te faire des mises qui sont pas du tout dans le logiciel parce que je sais que tu vas me payer de toute façon. Ouais, alors que le logiciel il dira non, ça c'est la mise optimale, c'est ça, etc. Mais je vais gagner moins avec la mise optimale. Tu comprends? Donc ces logiciels-là, plutôt que de te dire vas-y je te donne le logiciel et tu te débrouilles, ce que je fais moi, c'est que je te traduis ça en vidéo. C'est-à-dire que je te montre des situations où j'utilise finalement le logiciel et où je montre ce que le logiciel nous dit en fait. Je traduis pour les gens, quelle est la meilleure chose à faire dans cette situation-là, tout simplement, pour qu'ils copient cette situation. Ça, c'est sur ta chaîne YouTube. J'attendrai pas la fin de la vidéo pour dire qu'on peut te rejoindre. Maintenant, on va sortir un petit peu du technique. Je vais te poser les petits gossips un petit peu. Vas-y. Tu fais des sessions, je crois, toutes les semaines. Généralement, une session... presque tous les jours, mais tous les jours. Streamer seulement une fois par semaine. Ouais. Ok. En une session, c'est quoi ton plus gros bénéfice net? 160 000 $. Oui, parce que j'avais mis 8 000 sur la soirée. Donc du coup, j'ai sorti avec 170 000 ou quelque chose comme ça dans la soirée. 162K, on a pris 168 000 $, il a pris 162K, breaks with record. Sur Twitch, on a pris 168 000, un Twitch français, le record du plus gros gain ever. J'y crois toujours pas, en fait, je réalise pas. Je suis encore dans un autre monde. Notamment avec une victoire d'un tournoi. Donc j'ai gagné un tournoi online qui était un tournoi à 1 000 $ l'entrée. Et il y avait 1000 joueurs, et j'ai fait premier pour 168 000 $, et il y a le replay entier en plus accessible, dispo parce que j'étais en live. T'étais pas comme un fou, genre t'as pas explosé. Ah bah vous allez voir ma tête, hein, vous allez voir ma tête, vous pouvez voir ma tête tout le long, et surtout ce qui est bien c'est que vous voyez mes cartes, donc vous voyez ce que j'ai fait pendant tout le tournoi pour le gagner, donc c'est intéressant à regarder, et puis c'est gratuit, on le met, tiens on va le mettre dans ta chaîne, dans la description si tu veux, le lien du replay. On va le mettre dans la description, et en gros, je pense que cette vidéo là c'est autant ta fierté que ma vidéo d'il y a 2 ans où je dis aux gens d'acheter de l'Ethereum, quoi. C'est de l'Ether à 5 balles, ouais. 5 balles, il est monté à 1500, ouais, tu m'étonnes. Donc il y a beaucoup de chats évidemment pour gagner un tournoi. Maintenant, avec le nombre de tournois que je fais, c'est normal. Mais c'est ça justement que je voulais parler. Expliquer que
Voilà, premièrement, rationaliser, dire voilà, même si on joue bien au poker, même si on est pro, c'est comme le trading. Un trader pro, c'est pas un trader qui gagne 8 coups sur 10. C'est un trader qui, au bout de 50 trading et au bout de 5000 positions, il aura fait 2800 positions gagnantes pour 2200 positions perdantes. Et ça aussi, c'est l'un des gros points communs qu'il y a entre le trading et entre le poker. C'est que c'est pour ça que des fois on entend ouais, Patrick Bruel s'est fait battre par un débutant. Ça veut rien dire sur une seule partie. Si c'est la partie de votre vie, le professionnel de poker, il a 0,00001% de chance en plus. Surtout quand tu joues avec un peu plus. Mais, genre par exemple, si toi et moi on joue en un contrat sur une partie maintenant, je dois avoir peut-être 80% de chance de gagner. Quand même. D'accord. Mais bon, 20%, c'est énorme. T'as 20% de chance de gagner. Au tennis, tu joues contre Nadal. Ouais, non, tu joues contre Nadal, t'es pas à 20%. T'as 0%, ouais. Et il y a aussi ce fait que tu vas avoir beaucoup de mal. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. On m'a dit, un professionnel m'avait dit que quand tu joues avec un débutant, tu sais pas à quel point il connaît le jeu. Du coup, il peut faire des trucs qui sont tellement irrationnels. Des fois, il comprend même pas ce qu'il a. Et du coup, son jeu, il est impossible à lire parce qu'il comprend rien. Non, ça c'est une idée reçue. Ça, je mets un bémol à ça. En fait, non, parce que le débutant, c'est un être humain et il a des manières de réagir qui sont catégorisables. Donc, nous, on catégorise les débutants dans même seulement 3 catégories et tu as tout de suite, une fois que tu comprends au bout d'une main ou deux dans quelle catégorie tu l'as mis, eh ben, on va avoir les meilleures techniques contre cette catégorie-là. Donc il y a aggro-fiche, il y a fiche passif notamment. Donc aggro-fiche, c'est fiche agressive qui mise beaucoup en bluff. Et il y a des chances que, en gros, il y a des chances qu'un débutant soit fiche passif, soit aggro-fiche. Et donc fiche, c'est le terme pour débutant. Ça veut dire poisson, voilà. À défaut, le contraire, c'est le shark au poker. Voilà. Et pour donner un ordre d'idée, pour le volume, c'est très intéressant ce que tu dis. Par exemple, nous, on mesure l'échantillon qu'il faut regarder. Il est de 2000, 3000 tournois. Il ne faut pas regarder sur 100 tournois, 200 tournois. Les gens ils se disent putain, mais sur 200 tournois, j'ai gagné ça. Mais c'est pas un échantillon qui est cohérent en fait. Ce n'est pas assez gros pour être représentatif si tu veux. Au tournoi, on regarde 5000 tournois. Sur 5000 tournois, je vais donner mon ROI, donc retour sur investissement, c'est 70%. Donc 70%, ça veut dire que je vais générer. Donc ça comprend la récupération du buy-in, hein, donc je récupère la mise initiale, donc 70% de bénéfices sur 5000 tournois. Et c'est comme ça que tu commences à mesurer, c'est à partir d'échantillons comme 3000 tournois que tu peux mesurer. Voilà, pour les tournois, après le blocage game, c'est en BB100, c'est-à-dire en big blind gagné toutes les 100 mains. Voilà. Sachant que tu joues à peu près 100 mains sur une table par heure, online. Donc nous, on en joue 12 par exemple en même temps. On va jouer 1200 mains de l'heure. Parce que tu ouvres plusieurs tables. Voilà, moi je peux jouer jusqu'à 24 tables en même temps. Ouais. D'ailleurs, regardez son setup, en fait, t'es comme ça me fait penser, tu sais, les gens qui ont les manettes et qui jouent à des jeux de voitures avec les grands géants. En fait, il est dans une bubble, que c'est une espèce de bulle qu'avec des écrans autour de lui. On va l'afficher à l'écran. Et genre, ça m'a fait rire, ça me rend dingue. Et donc, ouais, pour maximiser le truc, tu ouvres plusieurs tables et tu appliques la même stratégie, enfin, la même façon. C'est pas un peu plus dur d'être sur plusieurs tables parce que du coup, t'as plein de comportements différents. Si tu as une seule table, tu serais quand même plus performant que si tu en avais 12 ou pas? Bien sûr, si j'ai une seule table, je vais être beaucoup plus performant. Mais si tu fais les maths, même si je suis un peu moins performant en jouant plus, bah, je vais générer plus tout simplement. Au lieu d'être à 70%, tu vas être à 60, mais sur 12 tables. Voilà, c'est comme si un mec il achète qu'une crypto, bon bah il vaut mieux diversifier. Là, on est pareil au poker, c'est très important de faire du volume parce qu'on veut se rapprocher du long terme pour pas justement être dans un échantillon de main ou un échantillon de truc qui est trop petit pour pouvoir dire ah ouais, c'est peut-être la chance qui m'a fait gagner ou perdre d'ailleurs. Donc voilà, nous on fait des échantillons assez importants par an pour pouvoir justement générer des profits sûrs et safe. Voilà. Et comme au trading, et moi je vais lâcher mon mot de la fin là-dessus, puisque mon but c'était vraiment de montrer déjà ça, que le poker on le met trop dans la catégorie gambling. Genre poker, paris sportif, c'est la même chose. Non, paris sportif on va vraiment sur du random. Il y a peut-être des paris sportifs pro, mais je vois aussi qu'il y a des concours de blackjack et je me dis toujours ouais, enfin c'est le meilleur joueur sur un instant T quoi. Alors que le poker, tu joues contre le bookmaker, hein, c'est vraiment différent. Alors que le poker, tu joues contre des êtres humains. Hein, c'est le ouais, du coup tu peux exploiter ça. C'est un être humain qui est professionnel quand même et qui te met la cote. Mais après voilà, il y a des gens qui arrivent à dégager des revenus quand même. C'est juste que au poker, tu joues vraiment contre les autres gens et c'est les autres gens qui te génèrent ton revenu. Donc quand il y a des gagnants, c'est forcément parce qu'il y en a qui ont fait des erreurs quoi. C'est parce qu'il y a des perdants. Ouais. Voilà. Ils ont fait des erreurs ou c'est toi qui leur as fait faire des erreurs au final. Donc c'est pas que de la chance, contrairement au blackjack par exemple, où on peut améliorer son jeu, mais ça reste la chance, il y a la part dominante de qui gagne et qui perd. Sur la soirée, oui, au poker aussi d'ailleurs. Sur un mois au poker, non. Voilà. Ouais, d'accord. Maintenant qu'on a dit le bon moment, bon, t'as fait une grosse soirée, t'as pris un gros ticket. Ah, la pire perte. Est-ce que t'as fait une très très grosse perte? Et est-ce qu'à ce moment-là, même si on en est préparé et même si on le sait, est-ce qu'à ce moment-là, tu te poses pas des vraies questions? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire je devrais peut-être lâcher les cartes lâcher les cartes, genre lâcher le micro, tu vois, pour un chanteur?
C'est quoi ce truc? Non, j'ai pas voulu lâcher. J'ai dû perdre une fois 40 000 euros en une journée. Voilà, j'ai pas voulu lâcher pour autant. C'est juste que j'ai été, c'était pas online, hein, c'était en casino, ça devait être à Vegas, au Bellagio, mais j'ai aussi fait des plus 120K sur un mois au Bellagio, même Bellagio. Voilà, je suis quand même très gagnant overall sur toutes ces années. Hein, j'ai gagné, j'en suis à 2 millions net en 8 ans. Donc voilà, après c'est sur 8 ans, mais ça montre qu'il y a une régularité. Tu sais, c'est un peu comme le Bitcoin. Au final, il a monté tout le temps. Au final, c'est-à-dire que même s'il y a des swings et tout ça, tu vois. Si tu prends le long terme, ben, le gars est là, en place et génère des revenus quand même au final très réguliers parce que même si c'est en dents de scie, c'est en dents de scie, mais c'est toujours montant. Donc c'est ça la bonne nouvelle quand on bosse le game. Maintenant, oui, des swings de 40 000 euros, j'en ai fait peut-être ma plus grosse perte. Et quand tu fais ça, bah, tu es mal sur le moment. Donc c'est un mélange en général entre pas de chance et mal joué. Hein, c'est souvent les deux. Donc t'as pas de chance dans toute la journée. Et tu joues des gros pots sur ta plus grosse partie ou une des plus grosses parties, et en plus derrière tu joues moins bien parce que tu es affecté un peu par le manque de chance. Normalement, le but c'est de minimiser ses pertes dans ces moments-là, donc de jouer. Ça s'appelle quoi, un bad beat? Non, un bad run. Un bad run, c'est une phase qui peut durer plusieurs mois aussi. Market. Voilà. Dans la crypto, c'est bear market. Le beer, c'est quand ça va pas. Et le bull run, c'est l'inverse. C'est quand, au contraire, là, il y a du muscle, il y a de la bonne. Voilà, il y a de bons trucs. Mais dans ces moments-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est des stop loss, comme en bourse. Donc des stop win, je conseille pas. Parce que quand on gagne, c'est qu'on est en train de bien jouer en général. Et on a aussi de la chance, mais c'est pas par rapport à la superstition d'avoir encore de la chance, c'est le fait qu'on est dans un mood positif. Et surtout, si on gagne à la table, c'est nos adversaires qui perdent. Donc eux sont dans un bad run. Ok. C'est-à-dire que eux, mentalement, ils sont affectés, donc ils vont faire plus d'erreurs. Toi, tu joues bien, tu es en train de gagner, donc tu vas faire moins d'erreurs. Okay. Donc en fait, la somme des deux, c'est très important. Moi, je vois le nombre de personnes qui me disent ouais, au poker, ceux qui connaissent pas bien, c'est une idée reçue encore. Ouais, quand tu es en train de gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros, il faut t'arrêter, il faut savoir t'arrêter. Non. Et non, puisque quand tu perds, oui. Quand tu perds, oui. Parce qu'en fait, il faut trouver la somme par rapport à ta bankroll, par rapport à ton mental, ton expérience, la somme qui fait que tu ne peux plus jouer ton meilleur jeu. Quelle somme tu perds qui t'empêche ensuite de jouer ton meilleur jeu? Si cette somme-là, elle est de 500 euros, bah tu t'arrêtes de jouer quand tu perds 500 euros. Si cette somme-là, et au fur et à mesure des années, quand tu progresses aussi techniquement et mentalement, quand tu t'apprends à te connaître aussi, parce que le poker c'est le meilleur jeu pour apprendre à se connaître, c'est incroyable, tu comprends ton stop loss en fait. Tu sais ton stop loss et tu le respectes. Quand tu le respectes, t'es discipliné. Et tu rentres. Tiens, à partir de combien tu ne peux plus jouer ton meilleur jeu? Moi, mon stop loss c'est 30K, ouais. À partir de 34, t'es plus capable. Ouais, honnêtement, de partir de 20K, je commence à faire beaucoup d'erreurs. Mais avant 20K, ça va. Donc ça veut dire que je suis solide quand même mentalement, bon, financièrement aussi maintenant. Mais c'est juste que j'ai appris à le faire en fait aussi. Mais oui, avant, c'était pas 20K. J'ai des stop loss à 300 balles avant. Pour finir, et avant que je redirige sur ta chaîne, bah déjà merci, c'est cool parce que moi j'aime vraiment cette image-là. Moi, pour te dire, quand j'ai commencé à avoir des gros actionnaires, des gros investisseurs, moi de temps en temps j'allais au casino, je mettais une photo à droite à gauche, puis on m'a dit non, maintenant c'est terminé, ce monde-là, le jeu et tout, tu peux plus te permettre, t'as plus le droit, parce que bah, sinon tu perds de la confiance vis-à-vis des gens. Alors je me suis limité, j'ai arrêté tous ces trucs-là. C'est vrai aussi que bah, moi j'estime qu'à 21 ans on se connaît pas, il va me falloir encore quelques années et un peu de chemin pour vraiment me connaître totalement et atteindre un certain niveau de maturité. Malgré tout, le poker c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Mon frangin aussi, qui lui est très mathématique, statistique, humain, comprendre les autres, ne serait-ce que les tics. Et bref, il y a cette légende en mode où on peut lire le visage des autres. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont des tics. Oui. On m'a dit que globalement, c'est pas ce qu'on voyait à la télé, comme on disait en mode j'ai trouvé son tic. Mais il y a des gens où on arrive à voir certaines choses. Ça permet de décider à la fin en fait, d'optimiser sa décision. Après tous les autres éléments qu'on a. Enfin, on n'a pas tout évoqué évidemment, mais un peu des choses qu'on a évoquées techniques. Le physique est surévalué aussi par les gens. C'est overrated de penser que tu vas voir comme dans James Bond l'œil qui clignote et hop, ça y est, bluff. Ouais, tu bluffes. Ouais. Payé Martoni. Est-ce que tu pourrais, juste pour terminer ça, si tu pouvais recommander que ce soit un livre, que ce soit un joueur de poker à suivre, à part évidemment ta chaîne YouTube que je mets en description, d'ailleurs vous pourrez cliquer dessus à la fin de la vidéo pour aller directement sur ta chaîne, une chose à suivre et une bonne base pour commencer. Quelqu'un qui tu as 10 secondes pour lui donner la bonne base. Où partir? Honnêtement, c'est vraiment pas pour faire de la pub, puisque c'est gratuit, ça m'apporte 0 €. Il y a une formation gratuite entière avec
plein de vidéos de cours que j'ai donné à la Maison du Bluff, c'est une académie de poker sur l'énergie 12. Donc j'ai donné plein de cours, ils ont été filmés en intégralité, c'est des cours d'1 heure. D'accord. Je les ai tous mis dans un pack. Et pareil, on peut vous mettre le lien tout de suite dans la description, c'est gratuit, vous le recevez ce pack et c'est un pack parfait pour débuter from scratch. Bah écoute, merci, je voulais juste donner cette base, une base constructive et montrer qu'il y avait pas mal de points parce qu'en réalité il y a de l'homme derrière. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de liens entre le trading et le poker parce qu'il y a une gestion humaine de ses connaissances, de la façon d'eux et il y a de la gestion mathématique, des optimisations à faire. Merci. Vous pouvez aller sur sa chaîne, from scratch avec le pack qu'il y a dans la description, s'abonner s'ils sont intéressés par suivre ça. Et en tout cas merci parce que je suis toujours un fiche mais un peu moins depuis que je regarde de plus en plus de tes vidéos. Merci beaucoup Merci Yo. mon cher. Merci. Paire de 4 contre As-10. La brique, Louis-Vina. Allez. Fermax, all-in, suivi, voilà. Et voilà, Roger qui vient de se faire déstacker. 162K, on a pris 168 000 $, il a pris 162K, breaks with record.